Il y a des silences qui pèsent plus lourd que des cris. Dans l'intimité d'une maison, lorsque la tension monte entre deux personnes qui s'aiment, l'air devient soudainement épais, presque difficile à respirer. On se croise dans le couloir sans se regarder, on dort dos à dos, séparés par une frontière invisible mais infranchissable. Ce moment, nous le connaissons tous. C'est le moment où la paix a quitté le foyer pour laisser place à une guerre froide, sourde et épuisante. Souvent, nous pensons que pour retrouver cette paix, il faudrait que l'autre change, qu'il comprenne enfin, qu'il s'excuse. Nous attendons que la solution vienne de l'extérieur. Pourtant, garder la paix dans son couple est un art qui commence bien avant le conflit, dans les profondeurs de notre propre psychologie. C'est un travail d'orfèvre qui demande de déconstruire nos illusions les plus tenaces sur l'amour. La première de ces illusions, et sans doute la plus dangereuse, est de croire que l'amour signifie être d'accord sur tout, tout le temps. Nous avons grandi avec le mythe romantique de l'âme sœur, cette autre moitié qui viendrait nous compléter parfaitement, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent sans effort. C'est une image séduisante, mais c'est un piège. Au début de la relation, durant cette phase magique de la passion, cette fusion semble réelle. Nos cerveaux sont inondés d'hormones qui gomment les aspérités. On aime les mêmes films, on rit des mêmes choses, on finit les phrases de l'autre. On a l'impression miraculeuse d'être un. Mais cette phase n'est pas l'amour durable, c'est l'état de grâce biologique nécessaire pour créer le lien. Inévitablement, le temps passe, et la brume dorée se dissipe. L'autre redevient une personne distincte, avec ses habitudes agaçantes, ses fatigues, ses opinions divergentes et ses blessures mal cicatrisées. C'est souvent là que la guerre commence. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que la réalité a fait irruption. Nous nous sentons trahis. Nous pensons, il a changé ou elle n'est plus celle que j'ai connue. En réalité, l'autre n'a pas changé, il est simplement devenu réel. Et le réel est toujours plus rugueux que le rêve. La première étape fondamentale pour instaurer une paix durable est d'accepter le deuil de cette fusion originelle. Il faut accepter que l'autre soit un autre, c'est-à-dire un continent étranger que l'on ne finira jamais d'explorer et que l'on ne pourra jamais totalement contrôler. C'est une source d'angoisse pour beaucoup. Si l'autre est différent, s'il pense autrement, cela nous renvoie à notre propre solitude fondamentale. Alors, pour éviter cette angoisse, nous tentons inconsciemment de le faire rentrer dans le moule. Nous essayons de le corriger, de le reprendre, comme on corrigerait un brouillon imparfait. Les reproches fusent. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Tu devrais penser comme moi. Ces phrases ne sont pas des demandes d'amour, ce sont des tentatives de colonisation. Nous voulons annexer l'autre à notre propre territoire mental. La guerre dans le couple est souvent une guerre de territoire où chacun essaie d'imposer sa réalité comme étant la seule vérité valable. Or, la paix ne peut s'installer que lorsque l'on renonce à avoir raison. C'est une phrase difficile à entendre pour notre ego, qui adore triompher. Mais dans un couple, si l'un gagne, le couple perd. Si vous écrasez votre partenaire par vos arguments, si vous le forcez à admettre qu'il a tort et que vous détenez la vérité, vous avez peut-être gagné la bataille logique, mais vous avez perdu la connexion émotionnelle. L'autre se sent humilié, incompris, nié dans son existence. Il va se retirer dans sa coquille ou préparer sa contre-attaque. Le terreau du ressentiment est posé. Garder la paix, ce n'est pas éviter les désaccords, c'est accepter qu'il puisse y avoir deux vérités coexistantes sous le même toit. Ma vérité est que je suis fatigué et que j'ai besoin d'ordre. Sa vérité est qu'elle a besoin de créativité et de lâcher prise. Aucune de ces deux réalités n'est supérieure à l'autre. Elles sont simplement différentes. Le couple harmonieux n'est pas celui qui a supprimé la différence, c'est celui qui a appris à la faire danser. Il faut aussi comprendre que notre partenaire n'est pas là pour réparer notre passé. C'est une dynamique inconsciente très puissante. Nous arrivons tous dans le couple avec nos valises, remplies des manques de notre enfance. Si nous avons manqué de sécurité, nous allons demander à notre conjoint d'être une forteresse imprenable. Si nous avons manqué de reconnaissance, nous allons exiger qu'il nous applaudisse à chaque instant. Nous lui donnons, sans le lui dire, un rôle précis dans le théâtre de notre guérison. Et lorsque, inévitablement, il échoue à jouer ce rôle parce qu'il est un être humain faillible et non un thérapeute ou un parent idéal, nous lui en voulons terriblement.
Nous réagissons avec une violence disproportionnée à des petits oublis, car ces oublis réveillent en nous une douleur ancienne. La paix revient lorsque nous reprenons la responsabilité de nos propres émotions. Lorsque nous comprenons que l'autre est notre compagnon de route, pas notre sauveur. Cette désillusion nécessaire est le seuil de l'amour adulte. C'est le moment où l'on cesse d'aimer l'image que l'on s'était faite de l'autre pour commencer à aimer la personne réelle qui se trouve devant nous. C'est un amour moins flamboyant, moins cinématographique, mais infiniment plus solide. C'est un amour qui dit « Je vois tes failles, je vois que tu ne fonctionnes pas comme moi, je vois que parfois tu m'agaces, et pourtant, je choisis de rester et de construire avec toi. » Cette acceptation crée une détente immédiate dans l'atmosphère. L'autre sent qu'il n'a plus besoin de se défendre, qu'il n'est plus sur le banc des accusés. Il peut baisser la garde. Et quand les deux partenaires baissent la garde, la paix, la vraie, celle qui réchauffe et qui rassure, peut enfin entrer dans la maison. Cependant, accepter l'autre ne signifie pas tout subir. Il ne s'agit pas d'une tolérance passive où l'on s'efface pour éviter les vagues. La paix du cimetière n'intéresse personne. La paix vivante demande du mouvement, de l'ajustement. Elle nécessite de savoir exprimer ses besoins sans agresser, de savoir dire non sans rejeter, de savoir dire « je t'aime » même au milieu de la tempête. Cela nous amène à la question cruciale du langage. Car si nos intentions sont souvent bonnes, nos mots, eux, sont souvent maladroits, tranchants, chargés de reproches implicites. Comment parler à l'autre pour qu'il nous écoute vraiment? Comment transformer la plainte en demande? Comment désamorcer une bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose? C'est tout l'enjeu de la communication, qui n'est pas seulement une technique, mais une véritable éthique de la relation. Nous croyons souvent que nous communiquons, alors que nous ne faisons qu'échanger des informations ou des jugements. Tu as sorti la poubelle, tu es encore en retard. Ce n'est pas de la communication, c'est de la gestion logistique ou de la critique. La véritable communication, celle qui tisse la paix, est celle qui ose montrer sa vulnérabilité. C'est celle qui descend d'un étage, qui passe de la tête, les arguments, au cœur, les ressentis. C'est un langage que nous avons rarement appris à l'école ou dans nos familles, un langage presque étranger qu'il faut apprendre à balbutier humblement. C'est en changeant notre manière de parler que nous changerons la manière dont l'autre nous répond. Car la violence appelle la violence, mais la douceur, si elle est authentique et ferme, appelle souvent l'apaisement. Ainsi, la première pierre de notre édifice de paix est posée. C'est l'acceptation de l'altérité et le renoncement à l'illusion de la fusion parfaite. C'est un travail intérieur, solitaire, avant d'être un travail de couple. C'est nettoyer ses propres lunettes pour voir l'autre tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Mais une fois que ce regard est clarifié, il faut entrer dans l'arène de l'interaction. Il faut apprendre à danser avec ce partenaire imparfait sans lui marcher sur les pieds. Dans la prochaine étape, nous explorerons les mécanismes subtils de la communication et les pièges invisibles qui transforment une conversation banale en conflit ouvert. Nous verrons comment nos mots peuvent être des murs ou des fenêtres. Une fois que nous avons accepté que l'autre est un univers différent du nôtre, il faut construire des ponts pour relier ces deux mondes. Ces ponts, ce sont les mots. Et c'est précisément ici que le drame se noue le plus souvent. Nous pensons savoir parler, nous pensons savoir écouter. Mais en réalité, dans le couple, nous jouons souvent à un jeu dangereux où chaque phrase est codée, mal reçue ou mal envoyée. La paix du couple se brise rarement sur de grands événements tragiques. Elle s'effrite jour après jour sur des malentendus linguistiques. Le premier ennemi de la paix est ce que l'on appelle en communication non violente le tu qui tue. C'est cette habitude quasi réflexe de commencer nos phrases par l'accusation de l'autre, tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours en retard, tu as encore oublié. Dès que le mot tu est prononcé sur ce ton, une alarme biologique se déclenche chez le partenaire. Son cerveau reptilien perçoit une attaque, et instantanément, il lève son bouclier. Il n'écoute plus ce que vous dites, il prépare sa défense ou sa contre-attaque. Le dialogue est mort avant même d'avoir commencé. Nous ne sommes plus deux amoureux qui cherchent une solution. Nous sommes deux avocats dans un tribunal qui cherchent à prouver la culpabilité de l'autre. Pour désamorcer cette mécanique de guerre, il faut opérer un renversement total de perspective. Passer du tu accusateur au je vulnérable. C'est un exercice qui demande un courage immense,
car ils nous obligent à baisser notre propre garde. Au lieu de dire « tu m'énerves quand tu rentres tard sans prévenir », il s'agit de dire « je me sens inquiet et peu important quand je n'ai pas de nouvelles de toi ». La différence est subtile mais gigantesque. Dans le premier cas, je juge l'autre, il est coupable. Dans le second cas, je parle de moi, de mon émotion, de ma vérité intérieure. Personne ne peut contester votre ressenti. Si vous dites « je suis triste », l'autre ne peut pas répondre « c'est faux ». Votre émotion est une réalité indiscutable. En parlant de votre fragilité plutôt que de ses défauts, vous invitez l'autre à l'empathie plutôt qu'au combat. Vous ne l'attaquez pas, vous lui montrez votre blessure. Et face à une blessure dévoilée, le réflexe naturel de celui qui aimait de vouloir soigner, pas de frapper. Cependant, nous avons souvent peur de cette vulnérabilité. Nous avons appris qu'il faut être fort, qu'il ne faut pas montrer ses failles. Alors, nous déguisons nos demandes d'amour en agression. C'est l'un des paradoxes les plus tristes de la vie de couple. Derrière un reproche violent se cache souvent une demande d'affection maladroite. Quand une femme crie « tu ne fais jamais rien à la maison », elle dit peut-être en réalité « je suis épuisée et j'ai besoin de sentir que tu prends soin de moi ». Quand un homme s'enferme dans le mutisme, il dit peut-être « j'ai peur de te décevoir si je parle ». Alors je me tais pour ne pas aggraver les choses. Nous sommes des êtres qui parlons des langues étrangères l'un pour l'autre. Garder la paix, c'est devenir un traducteur bienveillant. C'est écouter la colère de l'autre et se demander quelle est la peur ou la douleur qui se cache derrière ces cris. C'est ne pas répondre au ton agressif, mais répondre aux besoins cachés. C'est un travail de déminage émotionnel. Mais pour traduire, il faut écouter. Et c'est là le deuxième grand obstacle. La plupart du temps, nous n'écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre. Pendant que l'autre parle, nous sommes déjà en train d'affûter nos arguments, de chercher la faille dans son discours, de préparer notre plaidoyer. Nous sommes présents physiquement, mais absents psychiquement. Cette écoute de surface est une forme de mépris subtil. L'autre le sent. Il sent qu'il parle à un mur ou à un miroir qui ne renvoie que sa propre image. La véritable écoute, celle qui apaise, est une écoute vide. C'est faire silence en soi. C'est mettre de côté, pour quelques minutes, ses propres opinions, ses propres justifications, sa propre envie d'avoir raison, pour laisser entrer totalement la parole de l'autre. C'est lui offrir une hospitalité mentale totale. C'est lui dire sans mots, je suis là, je reçois ce que tu dis, même si ça me fait mal, même si je ne suis pas d'accord, je t'accorde le droit de le penser et de le ressentir. Cette qualité d'écoute a un pouvoir quasi magique. Avez-vous déjà remarqué comment une personne en colère se calme soudainement lorsqu'elle se sent vraiment entendue? La pression retombe. Elle n'a plus besoin de crier pour se faire comprendre. Le simple fait de valider son ressenti « je comprends que tu sois en colère, je vois que cela t'a blessé », agit comme un baume. Valider ne veut pas dire être d'accord. Vous pouvez comprendre sa colère sans la cautionner. Mais en reconnaissant sa réalité, vous lui redonnez sa dignité. Vous recréez le lien. La paix ne revient pas quand le problème est résolu, elle revient quand la connexion est rétablie. Tant que le lien est coupé, la moindre chaussette qui traîne est un motif de divorce. Quand le lien est fort, les plus gros problèmes deviennent des défis surmontables. Il y a aussi une question de timing. Nous avons tendance à vouloir régler les problèmes tout de suite, à chaud, sous le coup de l'émotion. C'est une erreur stratégique. Lorsque nous sommes submergés par la colère ou la déception, notre cerveau rationnel est déconnecté. Nous sommes pilotés par nos instincts de défense. Discuter dans cet état, c'est comme essayer de réparer une montre de précision avec un marteau-piqueur. On ne va faire que plus de dégâts. La sagesse du couple consiste à savoir dire stop. Je suis trop énervé pour parler maintenant. Je risque de dire des choses que je ne pense pas. On en reparle dans 1 heure ou demain. Ce n'est pas une fuite, c'est une protection. C'est protéger la relation contre nos propres pulsions destructrices. Accepter de dormir sur une dispute n'est pas un échec. Parfois, la nuit apaise, le sommeil nettoie les toxines émotionnelles, et le lendemain matin, le problème qui semblait une montagne est devenu une petite colline que l'on peut franchir main dans la main. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des mots positifs. Souvent, nous communiquons seulement quand ça ne va pas.
Nous devenons des gestionnaires de crise. Mais la paix se nourrit aussi de tout ce qui va bien. Si vous ne dites à votre partenaire que ce qu'il fait de mal, il finira par se sentir incompétent et mal aimé. L'appréciation est un carburant. Dire merci d'avoir fait ça, j'aime quand tu ris, je suis fier de toi. C'est déposer des petites pièces d'or dans le compte en banque émotionnelle du couple. Quand le compte est rempli de ces moments positifs, on peut se permettre un retrait, une dispute, sans faire faillite. Mais si le compte est vide, la moindre critique nous met à découvert. La communication n'est pas seulement l'outil pour réparer les pannes, c'est l'outil pour célébrer le voyage. Garder la paix par la parole demande donc une discipline constante. C'est surveiller sa langue pour ne pas laisser sortir le venin de l'impulsivité. C'est choisir ses mots comme on choisit des ingrédients pour un plat que l'on va partager. Est-ce que ce que je vais dire va nourrir notre relation ou l'empoisonner? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bienveillant? Si la réponse est non, le silence est souvent préférable. Un silence habité, un silence qui prend la main, un silence qui dit « je ne veux pas nous faire de mal ». Car au fond, nous ne cherchons pas à avoir raison, nous cherchons à être heureux ensemble. Et pour cela, il faut parfois accepter de perdre un argument pour gagner un moment de tendresse. Nous avons donc vu l'importance d'accepter l'autre, étape 1, et d'apprendre à lui parler sans le blesser, étape 2. Mais il reste une dimension essentielle, souvent oubliée, qui est le moteur secret des couples qui durent. La capacité à cultiver un jardin secret et à maintenir le désir vivant malgré la routine. La paix n'est pas l'ennui. Comment garder la flamme quand on connaît l'autre par cœur? Comment faire rimer sécurité avec mystère? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine étape de notre réflexion. Si la guerre éclate souvent à cause d'une mauvaise communication, il existe un autre ennemi de la paix, beaucoup plus insidieux et silencieux, l'étouffement. Nous avons tendance à croire que pour qu'un couple fonctionne, il faut tout partager, tout faire ensemble, n'avoir aucun secret l'un pour l'autre. Nous confondons l'amour avec la dépendance. Or, la paix véritable ne peut exister que s'il y a de l'air entre les deux partenaires. Imaginez deux arbres plantés trop près l'un de l'autre. Leurs racines s'en mêlent, leurs branches se gênent, et ils finissent par s'affaiblir mutuellement car ils se volent la lumière et les nutriments. Pour qu'ils grandissent et forment une belle forêt, il doit y avoir une distance respectueuse entre eux. Il en va de même pour les humains. L'amour n'est pas la fusion de deux êtres qui deviennent un seul. C'est la rencontre de deux êtres entiers qui décident de marcher côte à côte. Garder la paix, c'est donc paradoxalement cultiver une certaine forme de distance, une autonomie qui permet à chacun de respirer. Cette distance est essentielle pour maintenir le désir vivant. Le désir est une mécanique fragile qui a besoin de manque pour s'activer. On ne désire pas ce que l'on possède déjà totalement. Si votre partenaire est toujours là, s'il est entièrement prévisible, s'il n'a plus aucune part d'ombre ni de mystère, le désir s'éteint doucement pour laisser place à une affection fraternelle, confortable mais tiède. Pour que la flamme reste vive, il faut que l'autre reste, par moments, un étranger. Il faut pouvoir le regarder de loin, l'admirer dans son élément, quand il est passionné par son travail, quand il rit avec des amis, quand il est plongé dans un livre. À cet instant, il n'est plus mon mari ou ma femme, il redevient une personne fascinante et distincte. C'est cet écart qui crée l'étincelle. Vouloir tout contrôler de l'autre, vouloir tout savoir, c'est tuer ce mystère. La paix du couple a besoin de cette érotisation de la distance, de ce rappel que l'autre ne nous appartient jamais vraiment. Avoir un jardin secret est donc une condition de survie pour le couple. Attention, le jardin secret n'est pas le lieu du mensonge ou de la tromperie. C'est simplement un espace intérieur qui n'appartient qu'à nous. C'est avoir des pensées, des rêves, des lectures, ou même des amitiés qui ne sont pas nécessairement partagées avec le conjoint. C'est préserver son individualité. Beaucoup de couples entrent en conflit parce que l'un des deux a sacrifié sa personnalité pour la relation. Il a arrêté de voir ses amis, abandonné ses passions pour s'adapter à l'autre. Au début, cela ressemble à du dévouement. Mais avec le temps, ce sacrifice se transforme en amertume. Celui qui s'est effacé finit par reprocher à l'autre de lui avoir volé sa vie. Il devient aigri, exigeant, et la paix quitte le foyer. Pour être bien à deux, il faut d'abord être bien soi-même. Encourager l'autre à sortir,
à avoir ses propres activités, à s'épanouir en dehors de la maison, ce n'est pas s'éloigner, c'est au contraire enrichir la relation. Car quand il revient, il a des choses nouvelles à raconter, une énergie nouvelle à partager. L'autonomie permet aussi de ne pas faire peser sur l'autre la responsabilité écrasante de notre bonheur. Si je n'ai que mon couple dans la vie, la moindre secousse dans la relation devient un tremblement de terre dévastateur. Je deviens anxieux, jaloux, possessif. Je surveille l'autre car j'ai peur de tout perdre. Cette insécurité est un poison pour la paix. En revanche, si j'ai une vie riche en dehors du couple, un travail que j'aime, des amis, des projets personnels, je suis plus solide. Je ne demande pas à l'autre d'être tout pour moi. Mon amant, mon père, mon ami, mon psy, mon banquier. Je lui demande juste d'être mon partenaire. Cette légèreté enlève une pression immense sur les épaules du conjoint. Il se sent libre d'aimer, et non obligé de rassurer en permanence. Un couple apaisé est constitué de deux personnes qui savent se tenir debout toutes seules, mais qui préfèrent se tenir la main. Cependant, trouver le bon équilibre entre je et nous est un art difficile. Trop de distance, et l'on devient des colocataires indifférents. Trop de proximité, et l'on devient des siamois étouffants. Cet équilibre n'est jamais acquis, il est à réinventer chaque jour. Il demande une vigilance constante pour ne pas sombrer dans la routine qui anesthésie. La routine est confortable, elle donne un sentiment de sécurité, mais à haute dose, elle devient mortelle. Elle transforme l'autre en un meuble, une présence acquise que l'on ne regarde plus vraiment. Pour garder la paix vivante, il faut injecter de la nouveauté. Il faut oser sortir des sentiers battus, proposer une activité imprévue, changer les habitudes, surprendre l'autre. Ce n'est pas forcément faire le tour du monde, cela peut être simplement changer la disposition du salon, cuisiner un plat nouveau, ou aller se promener dans un quartier inconnu. Ces petits décalages réveillent l'attention. Ils disent à l'autre, « Je suis encore curieux de toi, je suis encore curieux de nous ». Il faut aussi apprendre à respecter les rythmes de chacun. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins de solitude et de contact. L'un peut avoir besoin de parler dès qu'il rentre du travail pour évacuer sa journée, tandis que l'autre a besoin d'une demi-heure de silence absolu pour décompresser. Souvent, nous interprétons ces différences comme du rejet. Il ne me parle pas, donc il ne m'aime pas. Elle me parle trop, elle m'envahit. La paix revient quand on cesse de prendre ses besoins personnels pour des attaques contre le couple. Accepter que l'autre ait besoin de sa bulle pour se recharger n'est pas une menace, c'est une marque de respect. Si l'on force un introverti à parler quand il est vide d'énergie, on crée du conflit. Si l'on force un extraverti à se taire quand il déborde, on crée de la frustration. Connaître le mode d'emploi de son partenaire et le respecter, c'est la base de la diplomatie conjugale. Enfin, l'autonomie nous apprend à gérer nos propres émotions négatives. Dans un couple fusionnel, dès que l'un va mal, l'autre doit aller mal aussi par solidarité, ou doit absolument le sauver. C'est épuisant. Dans un couple autonome, on peut dire « Je vois que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui. Je te laisse tranquille, je vais lire dans la chambre, fais-moi signe quand ça ira mieux. » Cette phrase est d'une puissance incroyable. Elle pose une limite saine. Elle signifie « Je t'aime, mais je ne vais pas me laisser couler par ta mauvaise humeur, et je ne vais pas essayer de te forcer à sourire si tu n'en as pas envie. » Cela désamorce le drame. L'autre a l'espace pour gérer sa colère ou sa tristesse sans se sentir coupable de plomber l'ambiance, et celui qui va bien préserve sa propre énergie. C'est une forme de compassion détachée qui est essentielle pour la paix à long terme. Ainsi, nous comprenons que la paix n'est pas l'absence de frontières, mais au contraire l'établissement de frontières saines et souples. C'est savoir dire non pour mieux dire oui. C'est savoir partir un peu pour mieux revenir. C'est cultiver son propre jardin pour avoir des fleurs à offrir à l'autre. Mais même avec la meilleure volonté du monde, l'acceptation, la communication et l'autonomie ne suffisent pas toujours à éviter les tempêtes. Il arrive que la vie nous frappe fort, que la crise soit inévitable, que le couple vacille sur ses fondations. Comment traverser ces grandes épreuves sans se briser? Comment faire durer l'amour quand le temps, la maladie ou les blessures de la vie s'en mêlent? C'est le défi ultime, celui de la durée et de la résilience à deux,
que nous aborderons pour clore ce voyage. Nous arrivons au terme de notre exploration sur la paix conjugale. Après avoir accepté l'autre dans sa différence, appris à communiquer sans blesser et cultiver notre autonomie, il nous reste à affronter l'épreuve ultime, la durée. L'amour est facile au printemps, quand tout bourgeonne et que l'avenir semble infini. Mais la véritable paix se construit en hiver, quand les jours raccourcissent, quand la fatigue s'installe, quand les corps changent et que les épreuves de la vie deuil, chômage, maladies viennent frapper à la porte. C'est ici que beaucoup de couples se brisent, non pas par manque d'amour, mais par manque de résilience. Ils n'avaient pas prévu que le contrat incluait aussi les tempêtes. Pour garder la paix sur le long terme, il faut comprendre que le couple n'est pas un état statique. C'est un organisme vivant qui doit muer pour survivre. L'amour de nos 20 ans ne peut pas être l'amour de nos 50 ans. S'accrocher à la nostalgie des débuts est une souffrance inutile. Il faut accepter que la passion brûlante des premiers jours se transforme, non pas en indifférence, mais en une lumière plus douce, plus constante et plus réchauffante, la tendresse. La tendresse est souvent sous-estimée. On la voit comme un lot de consolation pour les vieux couples. C'est une erreur fondamentale. La tendresse est le ciment le plus puissant qui soit. C'est la forme la plus pure de l'amour, car elle est désintéressée. C'est le geste gratuit, une main posée sur l'épaule, un café apporté au lit, un regard bienveillant quand l'autre se sent laid ou inutile. C'est la tendresse qui désarme les conflits. Essayez de rester en colère contre quelqu'un qui vous regarde avec douceur et compassion. C'est presque impossible. Dans un monde extérieur qui est souvent dur, compétitif et froid, le couple doit être le refuge, le safe space. Si, en rentrant chez moi, je dois encore me battre, mettre mon armure et surveiller mes arrières, je finirai par m'épuiser et partir. Garder la paix, c'est faire le serment que, quoi qu'il arrive dehors, entre ces quatre murs, nous serons doux l'un envers l'autre. C'est décider que la politesse n'est pas réservée aux étrangers, mais qu'elle est d'abord due à celui qui partage notre vie. Cette douceur s'entretient par la gratitude. Au fil des années, nous avons tendance à considérer l'autre comme un acquis. Nous ne voyons plus ce qu'il fait, nous ne voyons que ce qu'il ne fait pas. Nous remarquons que la poubelle n'est pas sortie, mais nous oublions qu'il a fait les courses, qu'il a travaillé dur, qu'il a écouté nos plaintes. Le cerveau humain s'habitue au bien et se focalise sur le manque. Pour contrer cette érosion naturelle, il faut pratiquer une gratitude active. C'est se forcer, chaque jour, à repérer une chose que l'on apprécie chez l'autre et à le lui dire. Merci d'être là, merci de m'avoir soutenu. Ces mots semblent banals, mais ils sont magiques. Ils rappellent à l'autre qu'il est vu, qu'il est valorisé. Un partenaire qui se sent reconnu est un partenaire apaisé, prêt à donner le meilleur de lui-même. La paix n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est une mosaïque composée de milliers de petits merci et de petits gestes d'attention. Mais la durée implique aussi inévitablement des blessures. On ne peut pas vivre 10, 20 ou 30 ans avec quelqu'un sans se faire mal, volontairement ou non. Il y aura des mots regrettables, des oublis, peut-être des trahisons. Si nous gardons la comptabilité de toutes ces offenses, nous transformons notre cœur en un livre de dettes. Nous devenons des créanciers amers qui attendent un remboursement qui ne viendra jamais. La paix exige le pardon. Non pas le pardon naïf qui oublie tout, mais le pardon lucide qui décide de ne pas laisser le passé hypothéquer l'avenir. C'est accepter que l'autre est faillible, tout comme nous le sommes. C'est renoncer à utiliser ses erreurs passées comme des munitions lors de la prochaine dispute. Tu te souviens, en 2015, tu avais déjà fait ça. Cette phrase est un assassin de la paix. Chaque jour doit être une nouvelle chance. Le couple qui dure est celui qui sait remettre les compteurs à zéro, qui sait dire « Nous avons trébuché, nous nous sommes fait mal, mais nous nous relevons ensemble et nous continuons ». Pour traverser les années, il faut aussi regarder dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry disait « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Un couple replié sur lui-même finit par s'ennuyer et s'étouffer. Pour garder la paix et le dynamisme, il faut un tiers, un projet commun qui nous dépasse. Cela peut être l'éducation des enfants, bien sûr, mais cela ne suffit pas, car les enfants partent. Cela peut être une maison à construire, une passion commune, un engagement associatif, un voyage,
une entreprise. Avoir un but commun soude l'équipe. Quand nous œuvrons ensemble pour quelque chose qui nous tient à cœur, nous ne sommes plus des adversaires, nous sommes des partenaires, des alliés. Les petits conflits du quotidien perdent de leur importance face à la grandeur du projet. On ne se dispute pas pour la vaisselle quand on est en train de bâtir une cathédrale ensemble. Enfin, il faut accepter l'impermanence. Tout change. Nos corps changent, nos désirs changent, nos caractères s'affirment ou s'adoucissent. Le partenaire que j'ai épousé n'existe plus, et je n'existe plus non plus. Vouloir figer le couple dans une image d'Épinal est une lutte perdue d'avance qui génère beaucoup de souffrance. La paix vient de la fluidité. C'est accepter de tomber amoureux plusieurs fois de la même personne, au fur et à mesure qu'elle se transforme. C'est être curieux de ce qu'elle devient. C'est accompagner ces métamorphoses avec bienveillance plutôt qu'avec anxiété. C'est se dire, nous vieillissons, c'est vrai, nous sommes moins vifs, moins beaux peut-être selon les critères des magazines, mais nous avons construit une histoire, une complicité, un langage secret que personne d'autre ne peut comprendre. Cette richesse-là est inaliénable. C'est le trésor de la vieillesse à deux. En conclusion, garder la paix dans son couple n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une navigation exigeante qui demande du courage, de l'humilité et beaucoup d'humour. Il faut savoir rire de soi, rire de nos drames, rire de nos absurdités. Le rire est le plus court chemin entre deux personnes. Il dédramatise tout. Un couple qui rit est un couple qui ne peut pas mourir. Alors, ne cherchez pas la perfection. La perfection est froide et morte. Cherchez la connexion. Cherchez la main de l'autre quand il fait nuit. Cherchez à être celui ou celle qui apaise, pas celui qui a raison. Rappelez-vous que la vie est courte, terriblement courte, et que perdre son temps à se faire la guerre avec la personne que l'on aime le plus au monde est le plus grand des gaspillages. La paix est une décision que l'on prend chaque matin en se réveillant. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer avec tes défauts. Aujourd'hui, je choisis de t'écouter. Aujourd'hui, je choisis de voir le verre à moitié plein. C'est un travail invisible, ingrat parfois, mais c'est le travail le plus noble qui soit. Car au bout du chemin, quand on se retourne sur sa vie, ce qui reste, ce n'est pas le nombre de disputes que l'on a gagnées, c'est la quantité d'amour que l'on a donné et reçu, et la douceur d'avoir traversé l'existence avec un témoin bienveillant à ses côtés. Vous avez le pouvoir de créer cet espace de paix. Il commence maintenant, avec le prochain mot que vous allez prononcer, avec le prochain regard que vous allez poser. Faites qu'il soit doux.